Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. 4 personnes sont toujours entendues ce soir par la police. Elles ont été arrêtées dans le quartier sensible des Tarterets, dans l'Essonne, où des policiers ont été agressés au marteau jeudi dernier. La délinquance, on en parlera dans ce journal avec le pavé dans la mare lancé par Christian Estrosi. Le maire de Nice propose d'infliger des amendes aux municipalités qui ne respectent pas leurs obligations en termes de sécurité. Nous parlerons aussi de la France coupée en deux, l'été au sud, l'automne au nord. Ce mois d'août est-il exceptionnellement froid? C'est ce que nous verrons. Nous reviendrons sur la mauvaise réputation internationale des taxis parisiens. Est-elle justifiée? Vous découvrirez notre enquête en caméra cachée. Et puis nous partirons sur la Côte d'Azur où 3 communes ont hissé le drapeau rouge aujourd'hui. Motif, un requin aurait été aperçu. Panique sur les plages assurée. Mais d'abord, on commence avec cette enquête qui semble progresser rapidement dans la cité des Tarterets, dans l'Essonne. Jeudi dernier, des policiers avaient été violemment agressés par un groupe de voyous. 4 personnes ont été arrêtées aujourd'hui, 4 jeunes hommes âgés de 16 à 22 ans. L'un d'entre eux a déjà 10 condamnations à son actif, y compris pour violence sur agent de police. Frédéric Rota, André Germain. Les 4 jeunes arrêtés ce matin à l'aube habitent tous la cité des Tarterets. Ils ne semblent pas avoir prémédité l'agression de policiers la semaine dernière, mais 2 d'entre eux ont un casier judiciaire chargé. Ils sont connus pour des violences, pour des trafics de stupes, de l'usage de stupes, des vols, mais tous à des degrés différents. Jeudi dernier, en début de soirée, un banal contrôle d'identité sur un groupe d'une quinzaine de personnes dégénère rapidement en bataille rangée. Une fonctionnaire de police reçoit un coup de pied au thorax. L'un de ses collègues, dont le casque avait été arraché, échappe de peu à des coups de marteau sur la tête et s'en tire avec un doigt cassé. Au lendemain des faits, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, avait condamné cet acte inadmissible et demandé la plus grande fermeté. L'auteur présumé des coups de marteau est un adolescent de 16 ans. Il est en garde à vue et auditionné par les enquêteurs. Une 5e personne est activement recherchée. Un maire peut-il être tenu pour responsable de la délinquance dans sa commune? C'est en tout cas ce que pense Christian Estrosi. Le maire de Nice propose de faire payer de fortes amendes aux municipalités laxistes, ce sont ses termes. Les réactions des élus ne se sont pas fait attendre. Julien Dupéré, Florian Lemoyle. Des propos jugés inacceptables. Au Parti socialiste, les déclarations de Christian Estrosi sur les élus locaux ne passent pas. Monsieur Estrosi perd les pédales et devient le chauffard numéro 1 de la politique cet été. Il a franchi plusieurs fois la ligne jaune des valeurs de la République. Christian Estrosi appelle toutes les municipalités à assumer leurs responsabilités. Le maire de Nice propose une très forte amende contre celles qui ne se conforment pas à leurs obligations de sécurité. L'idée fait bondir une partie des élus, même au sein de l'UMP. J'ai envie de lui rappeler qu'il est au gouvernement et que le gouvernement n'a pas le droit de montrer du doigt des élus locaux, fussent-ils de l'opposition. Il y a des maires de gauche, des maires de droite. Je crois que les uns et les autres, avec leurs convictions, font leur travail. Et ce soir, dans la majorité, d'autres voix d'élus locaux se font entendre, dénonçant une politique menée dans la précipitation. Et on notera aussi la réaction de l'UMP, Jacques Pélissard, président de l'Association des maires de France. Pour lui, la proposition de Christian Estrosi n'est ni réaliste ni applicable. Alors dans sa diatribe, le maire de Nice a pointé notamment du doigt la mairie de Lille, tenue par Martine Aubry. D'après lui, la commune n'en ferait pas assez pour lutter contre la délinquance. Problème, si l'on regarde les chiffres d'évolution de cette délinquance ces dernières années, la municipalité de Lille semble avoir été plus efficace que celle de Nice. Enquête Stéphanie Pérez avec nos bureaux à Nice et à Lille. Pour Christian Estrosi, voici l'un des mauvais élèves en matière de sécurité, la ville de Lille. Et pourtant, si l'on se fie à l'ensemble des délits recensés par la police judiciaire, le taux de criminalité est passé ici de 118 pour 1000 habitants en 2006 à 109 en 2008, soit une baisse de 0,9 points. Dans les rues, priorité à la police de proximité et à ses îlotiers qui patrouillent quotidiennement dans les quartiers. Pas de caméras de surveillance, la mairie socialiste de Martine Aubry ne veut pas en entendre parler. Dans des lieux fermés, sur des moments très précis, le métro, les parkings d'hôpitaux, les parkings souterrains, ça fonctionne. Les mêmes études montrent 2 choses. Sur l'espace public, c'est-à-dire dans la ville, ça ne fonctionne pas, ça coûte extrêmement cher pour des résultats sur l'espace public qui sont quasi insignifiants. À Nice, la ville touristique de Christian Estrosi, les résultats ne sont pas meilleurs. Le taux de criminalité est passé en 2 ans de 119 à 114 pour 1000, soit une baisse de 0,5 points. Le maire refuse de comparer les chiffres. Il préfère vanter les 600 caméras qui quadrillent Nice
et fustige les socialistes qui ne font pas comme lui. Lorsque nous leur proposons l'aide de l'État pour financer des caméras qui, de toute évidence, permettent de mettre hors d'état de nuire en flagrant délit les délinquants, ils refusent de le faire. Pour moi, c'est incompréhensible de ne pas vouloir apporter à sa population cette haute technologie au service de la sécurité et de la première des libertés. Les villes socialistes sont-elles trop laxistes? Christian Estrosi a cité Grenoble après les incidents de juillet. Et pourtant, là aussi, les chiffres de la délinquance sont en légère baisse. Grâce à l'action du maire? Pas sûr. Selon ce sociologue, les élus sont loin d'avoir tous les outils pour agir sur la sécurité. La tranquillité publique, ça relève juridiquement du maire, mais les moyens que le maire a pour faire appliquer la tranquillité publique sont bien plus limités que les moyens dont disposent la police et la gendarmerie. Cet élu UMP va plus loin, les maires ne doivent pas se prendre pour des policiers. J'estime que le maire qui voudrait faire du maintien de l'ordre commettrait une erreur grave qui mettrait en jeu sa propre sécurité, et on a déjà eu des exemples, et qui mettrait en jeu même la sécurité de ses propres acteurs communaux. Le ministre de l'Intérieur a décidé de demander au préfet de dresser le bilan en matière de sécurité dans toutes les grandes villes de France. Toujours pas de solution en vue ce soir à Bordeaux pour les gens du voyage et leurs 240 caravanes. Après avoir rencontré tout à l'heure le maire Alain Juppé, ils estiment que les deux propositions qui leur ont été faites ne sont pas décentes. Reportage Francis Mazoyer, Bernard Benarme. On va directement dans Bordeaux, les gars. On va directement dans Bordeaux. La marche de la colère des gens du voyage. Drapeau français en tête, direction l'hôtel de ville de Bordeaux. Pour la première fois en 5 ans, leurs 240 caravanes ne sont plus tolérées sur ces terrains du quartier du Lac. Ces commerçants itinérants dénoncent la politique sécuritaire du gouvernement. Moi je pense qu'ils sont en train de monter les Français contre les Français là. Vous avez M. Poirot, vous avez M. Dumont, vous avez M. Michelet, M. Lecomte, il n'y a que des Français. Devant la mairie, un important cordon de sécurité. Alain Juppé a interrompu ses vacances dans les Landes pour recevoir une délégation. J'ai manifesté ce qui a toujours été la ligne de la ville de Bordeaux, c'est-à-dire la volonté de dialoguer et non pas de chercher la confrontation. Cela dit, le dialogue, c'est dans le cadre des lois. Ils ont voulu s'installer de force sur les antennes sportives et ça, c'est pas acceptable, je le répète. Le maire UMP de Bordeaux a fait 2 propositions, toutes refusées. La première, un terrain de 2 hectares, trop petit pour 140 familles, selon les gens du voyage. La seconde, le parking du parc des expositions, raccordé à l'eau et à l'électricité dans les 24 heures. C'est un site assez dangereux qui n'est pas sécurisé, rien du tout. C'est pour ça qu'on ne veut pas aller sur ce parking-là. Hier, toutes ces caravanes ont suffi à bloquer le pont d'Aquitaine. Le contexte politique incite les gens du voyage à se rassembler. Maintenant, l'union fait la force et on a dû se retrouver à plusieurs centaines de caravanes. C'est notre seule solution pour essayer d'arriver à stationner quelque part. Ces commerçants itinérants ont saisi la justice. Le tribunal administratif examinera ce mercredi leur demande d'aire d'accueil sur la commune de Bordeaux. Rien à voir avec les gens du voyage, on va parler maintenant des démantèlements de camps de Roms depuis plusieurs semaines. Le ton monte dans l'opposition pour dénoncer ces opérations policières inhumaines pour les uns, tout simplement inutiles pour les autres. Les Verts appellent à la désobéissance civile. Certains élus, y compris à droite, s'interrogent sur l'efficacité de ces évacuations. Qu'en est-il exactement? Combien d'expulsions ont eu lieu et pour quels résultats? Élément de réponse avec Fanny Stenler. Ils vivent au cœur des villes en menant une existence le plus souvent marginale. Les Roms sont originaires pour la plupart de Roumanie et de Bulgarie. En France, ils seraient environ 15 000. À leur propos, que dit la loi? Bien qu'étant citoyens européens, leur liberté de circulation est réduite. Aujourd'hui, les Roms ont le droit de rester 3 mois en France sans aucun justificatif. Au-delà, ils doivent remplir des conditions. Avoir un emploi ou faire des études, justifier de ressources suffisantes et bénéficier de l'assurance maladie. Mais bien souvent, aucune de ces 3 conditions n'est remplie. Et les Roms se fixent sur des terrains en marge des municipalités qu'ils occupent illégalement. Après l'annonce du chef de l'État, combien de campements ont été démantelés? Officiellement, Brice Hortefeux a fait état de 40 campements évacués en 15 jours, soit 700 personnes en cours d'expulsion. Les associations contestent ce chiffre, le trouvant largement surévalué. Après ces évacuations, que deviennent-ils? Beaucoup se retranchent vers d'autres campements, certains partent sans laisser de traces. Ceux qui n'ont pas le droit d'être là devraient être soit expulsés en se voyant remettre ce formulaire d'obligation de quitter le territoire,
soit raccompagnés à la frontière en bénéficiant d'une aide au retour avec un billet d'avion et 300 € par adulte remis par les autorités. Mais aucun de ces deux dispositifs n'empêche ces citoyens européens de revenir en France en toute légalité quelques semaines plus tard. Ce n'est pas ce que l'on appelle une question cruciale, sauf quand on est en vacances et que l'on attend cela toute l'année. Et oui, on peut le dire pour l'instant, c'est mauvaise pioche pour les Haussiens, en tout cas pour ceux qui n'ont pas choisi le sud. Le beau temps n'est pas au rendez-vous et depuis 2 jours, les températures ont même un avant-goût d'automne. José Blanc-Lapierre, Tatiana Daligo. Sur le plan d'eau de Brumath, près de Strasbourg, le maître nageur secouriste a le temps de lire. Malgré le drapeau vert dimanche, les baigneurs se comptaient sur les doigts d'une main. Je crois qu'il y a eu 4 baigneurs. Aujourd'hui 0. Aujourd'hui 0 pour l'instant. Et avec des températures qui ne dépassent pas les 14 degrés, on s'équipe comme en automne pour visiter les canaux du centre-ville. Le kawaii, le parapluie, pas de soucis, hein. Atmosphère de Toussaint du côté de Grenoble, où dans les campings on essaie d'éviter les flaques et de faire les courses sans trop se mouiller. C'est toi qui as de corvée de bouteilles? Ouais. Et pourtant, certains refusent de se laisser gagner par la morosité. Antoine, est-ce qu'on reviendra? Oui. Voilà, c'est le paradis pour les enfants. Méthode couée pour certains, le goût de l'extrême pour d'autres, venu immortaliser la neige au col de l'Iseran en plein mois d'août. Avec 46 mm d'eau en 2 jours, les touristes visitent Paris cramponnés à leur parapluie. Les berges de la Seine ont le charme de la mer du Nord. Et pour les nostalgiques, mieux vaut ne pas être frileux. Alors cette météo est-elle si exceptionnelle pour la saison? Tania Young nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tania. Bonsoir. Est-ce qu'on peut parler d'un mois d'août pourri tout simplement? Oui et non, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, cette première quinzaine d'août n'a pas été très agréable, en particulier sur les régions au nord de la Loire. Puis il y a cette perturbation qui a traversé l'est du pays, qui a bien arrosé le quart nord-est ces dernières 48 heures. En 2 jours, il est tombé l'équivalent d'un bon mois de précipitations dans certains endroits. D'autre part, il y a ces températures, c'est vrai, un peu fraîches, mais on n'a pas besoin de remonter bien loin pour en trouver des plus fraîches encore. Regardez, en 2006, la moyenne des 15 premiers jours d'août, 22 degrés à Paris contre 24 degrés. Même topo à Strasbourg et même histoire à Lyon. Pas si frais que ça. Cela dit, si je me souviens bien, on nous avait quand même annoncé un été plus chaud que la moyenne. Oui, mais c'est le cas. On nous avait annoncé un été plus chaud que la moyenne, cette moyenne qui est calculée sur 30 années. Eh bien, au mois de juin, nous étions 1 degré au-dessus de cette moyenne. En juillet, 2 degrés au-dessus. Et enfin, pour la première quinzaine d'août, c'est vrai, 1 degré en dessous. Mais ça ne suffit pas à nous faire baisser cette fameuse moyenne. Et d'autre part, Olivier, l'été n'est pas terminé. Et sachez que pour la fin de la semaine, on nous annonce le retour d'un temps estival. Et on y compte bien. Merci Tania. Dans le reste de l'actualité, c'est une nouvelle menace contre la France. Dans un message mis en ligne sur Internet, Al-Qaïda au Maghreb appelle à la vengeance contre, je cite, la France chrétienne et son président ennemi d'Allah. Visiblement, le groupe terroriste n'a toujours pas digéré l'opération militaire menée contre l'une de ses bases dans le Sahara. Bernard Lebrun. C'est du Maroc, en début d'après-midi, que l'agence de presse Reuters a identifié dans un forum islamiste sur Internet ces nouvelles menaces contre la France. À l'ennemi d'Allah, Sarkozy, jeudi, vous avez manqué une occasion et ouvert la porte de l'horreur dans votre pays. Je ne dis pas que ce sera aujourd'hui ou demain ou après-demain, mais cela arrivera. Signé Abou Anas Al-Shanguiti. Voici le document tel qu'il apparaît sur Internet, non authentifié par les services français pour l'instant. Le texte daté du 9 août s'achève avec le tampon de cette cellule d'Al-Qaïda du nom d'Al-Andalus. Le 2 août dernier, avec ce message vidéo très élaboré, l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, avait déjà menacé la France au lendemain de l'assaut des commandos français et mauritaniens contre une de leurs bases. Dans la même vidéo, il revendiquait l'exécution de Michel Germano, l'humanitaire français enlevé au Niger. Le lendemain, lors d'un conseil de sécurité et de défense à l'Elysée, il avait été décidé de renforcer le plan Vigipirate, et ce jusqu'au 15 septembre, tout particulièrement dans les sites sensibles et touristiques. Et puis ce rappel quotidien, cela fait aujourd'hui 230 jours que nos confrères et amis Stéphane Taponnier et Hervé Guéquir sont retenus en otage avec leurs accompagnateurs en Afghanistan. Le Boeing s'est brisé en 3 morceaux, foudroyé par un éclair quelques minutes avant l'atterrissage. Un appareil d'une compagnie colombienne s'est rompu sur la piste sur l'île de San Andrés, dans le nord du pays. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Sur les 131 personnes à bord, une est morte d'une crise cardiaque et 5 autres ont été grièvement blessés. 6 Français étaient à bord. Nous avons pu joindre l'un d'entre eux par téléphone. On l'écoute.
je ne sais pas si je peux en profiter pour rassurer à la fois mes parents et les parents de mes amis, Delphine, Alban, Mickaël et Anne-Sophie, pour leur dire que tout va bien, rassurer les familles. Ça a été difficile pour le moment, mais on est sortis vraiment indemnes. Il y avait des gens qui étaient coincés sous les sièges, des gens qui appelaient au secours pour dégager des conjoints sous les décombres. C'était l'apocalypse. En plus de nuit sous la pluie, c'était assez impressionnant. C'est une autre compagnie colombienne qui avait fait tristement parler d'elle il y a 5 ans, la West Caribbean. L'un de ses appareils s'était écrasé au Venezuela avec à bord 160 personnes, dont 152 Français. Eh bien, 5 ans plus tard, les proches des victimes n'ont pas oublié. Ils réclament toujours des explications. Lionel Feuerstein, Alain Locasio. Elles se sont réunies sous la pluie pour une cérémonie simple et silencieuse en mémoire des 152 passagers décédés dans le crash de la West Caribbean. 5 ans après l'accident, en Martinique et à Paris, ces familles se sentent toujours livrées à elles-mêmes. C'est pas évident de faire le deuil d'une tragédie, d'une catastrophe pareille. On ne cherche pas un coupable, on cherche des réponses tout simplement. Comment expliquer un tel désastre? Pour l'instant, les enquêteurs privilégient l'erreur humaine. Le 16 août 2005, l'avion décolle de Panama City pour Fort-de-France. Le temps est exécrable. L'avion, très surchargé, perd de la vitesse et se retrouve avec des problèmes de givrage. Les pilotes interviennent, mais se trompent dans les commandes. L'appareil décroche. Erreur humaine, mais pas seulement. Un rapport d'enquête du Venezuela pointe aujourd'hui des problèmes techniques. Elle recommande ainsi de réévaluer le calage des alarmes sonores de décrochage de l'appareil. Autrement dit, selon les boîtes noires, l'alarme se serait déclenchée trop tard, avec une sonnerie trop faible. Comme les pilotes sont morts, l'instruction se dirigeait vers un non-lieu. Mais ce nouveau document pourrait changer la donne. Pour l'instant, seul un tiers des familles des victimes a été indemnisé. Les pneus, on n'y pense pas forcément en prenant sa voiture, mais c'est un véritable casse-tête quand on parle de recyclage. Pour la filière, les moyens financiers manquent. Florence Mavic, Emmanuel Morel. Ils sont parfois usés jusqu'à la trame et c'est à la pelleteuse qu'on les entasse dans les centres de stockage. Mais avant, les pneus usagés croupissent souvent dans les arrière-cours des garagistes. Tout au bout là, c'est rempli de pneus. Et jusqu'à là-bas, là, il y en a. Et là, à peu près, la semaine dernière, on a dû en enlever 300, 400 quoi. Ça montait jusqu'en haut là. Ce bric-à-brac, Jackie s'en passerait volontiers. Il craint qu'un incendie n'arrive sans crier gare. Le caoutchouc, quand il prend feu, on l'arrête pas. À l'origine du problème, les soucis de trésorerie de la filière, chargée de collecter puis recycler les pneus usagés. L'an dernier, 39 millions de vieilles gommes ont été récupérées, puis transformées en revêtements de sol, en semelles de chaussures, en roulettes de caddie, ou bien brûlées dans les cimenteries. Pour financer son activité, la filière perçoit une écotaxe. Lorsque vous achetez un pneu neuf comme celui-ci, cette écotaxe d'1,50 € est incluse dans le prix. Les fabricants doivent en effet s'en acquitter au moment de mettre sur le marché national leur production. Une règle en apparence simple, mais qui peut être facilement détournée. Exemple par les revendeurs sur Internet. La plupart des sites sont installés à l'étranger. Les pneus, achetés par leur intermédiaire, sont importés des pays voisins. Les revendeurs ne s'estiment donc pas liés par la réglementation française. Ils n'incluent pas l'écotaxe dans leurs tarifs. À l'heure actuelle, c'est à peu près 6 à 7% des pneus qui sont achetés comme ça sur Internet, sur un gisement à peu près de 30 millions de pneus neufs par an. Au final, quand il s'agit de les recycler, il n'y a pas les sous pour. Faute de moyens suffisants, la filière freine donc la collecte. Jackie et ses collègues garagistes rongent leurs freins. De là jusqu'à là-bas, et tout ce qui est là, c'est encore du stock mort. Mais pas trop longtemps quand même. Si les pouvoirs publics n'agissent pas rapidement, ils menacent de brûler leur encombrante marchandise devant les préfectures. Il est 20h17, restez avec nous à suivre notre enquête en caméra cachée dans les taxis parisiens. Nous verrons si leur mauvaise réputation est justifiée. Nous parlerons aussi d'une conséquence positive du réchauffement de l'eau. Le nombre de homards augmente et leur prix n'a jamais été aussi bas. Et puis nous reviendrons sur les héros du jour, de retour des championnats d'Europe de natation à Budapest avec dans leur valise pas moins de 21 médailles en bassin, dont 8
en or. Mais d'abord, cette grosse frayeur sur la Côte d'Azur aujourd'hui. Un aileron a semé la panique sur les plages bondées de Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet et Saint-Laurent-du-Var. Le spectre des dents de la mer a poussé ces 3 communes à interdire la baignade. Nicolas de la Barrère avec notre bureau à Nice. Baignade interdite sur la plage de Cagnes. Pourtant la mer est calme et le soleil brille. Le responsable, un mystérieux aileron, aperçu par une demi-douzaine de témoins ce matin. Les pompiers ont donné l'alerte. On a remarqué un objet bizarre dans l'eau, au niveau des bouées à 175 mètres. On a regardé aux jumelles, on a vu un aileron, on a décidé de prendre le bateau pour s'approcher. Et en s'approchant, on a revu l'aileron avec une différence entre le dos gris et le ventre blanc. Un requin, rien que d'y penser, certains baigneurs n'osent plus mettre un orteil dans l'eau. D'autres restent sceptiques. Je sais pas, moi je vois rien, tant que je vois pas, je crois pas. Et là, ça vous fait peur? Non. Non, parce qu'il y a les pompiers qui sont là, donc ils vont faire le maximum, donc ça va. Scientifiquement, l'hypothèse est crédible. En témoigne ce requin qui avait pris ses habitudes sur les côtes espagnoles il y a 3 ans. Du requin en Méditerranée, il y en a, puisqu'il y a à peu près 25 espèces recensées, de la plus petite qui fait 60-80 cm pour la petite roussette, jusqu'au requin pèlerin qui peut atteindre les 14 mètres. En règle générale, ils ne s'approchent que très rarement des côtes, puisqu'ils vivent dans les grands fonds. Même quand il s'approche du rivage, ce requin pèlerin n'est pas dangereux pour l'homme. Alors squale, dauphin ou poisson-lune, difficile à dire si l'animal ne repointe pas le bout de sa nageoire. La baignade reste interdite jusqu'à demain matin. Et dans l'Atlantique, ce n'est pas la silhouette d'un requin, mais celle du homard qui grossit les filets des pêcheurs en ce moment. Il n'y en a jamais eu autant, réchauffement de l'eau oblige. Les amateurs se pincent pour y croire, le prix n'a jamais été aussi bas. Agnès Monteux. C'est un étalage que l'on regarde souvent de loin. Trop cher, trop luxueux. Mais à 25 € le kilo, presque 2 fois moins que d'habitude, on en pince un peu plus pour le homard. C'est la bourse de beaucoup de gens, quoi, parce que le homard, en général, il était à, je sais plus combien, on pouvait entre 30, 35 € et 40 €. Voilà. Alors que là, je crois que ça va pour tout le monde. Est-ce qu'il y a dans l'assiette? C'est que cette année, comme l'an dernier, les casiers sont remontés bien pleins. Peu de vent, favorable au développement des larves, des températures douces, l'idéal pour ce crustacé, pêché en Normandie et en Bretagne, probablement 450 tonnes cette année, contre 350 en moyenne. Mais les pêcheurs, eux, pensent qu'il y en a un peu trop sur les marchés, car l'Irlande ou l'Écosse inondent aussi nos étals avec des homards vendus moins cher, du coup leur prix de vente a baissé. Du homard, c'était 22 €, 25 €, c'était correct, quoi. Maintenant, ça ne dépasse pas les 13-14 €, quoi. On perd 30% du chiffre d'affaires sur l'année. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le homard se pêche sur tout l'été. Alors, il reste quelques semaines pour essayer de se mijoter un plat de luxe à un prix presque abordable. Vous avez peut-être entendu cette information la semaine dernière. Un sondage américain affirmait que les taxis parisiens étaient les moins sympathiques du monde. Rien que ça, cela méritait une petite enquête, en caméra cachée bien sûr, pour ne pas biaiser le résultat. Lynn Landau et Sébastien Lafargue. Ils font partie des premières personnes que les touristes croisent en découvrant Paris. Alors, aimables, compétents ou pas, les taxis parisiens, 2 jours durant, nous les avons testés, en caméra cachée, en nous faisant passer pour des touristes étrangers. You free? Eiffel Tower, please. Premier contact, plutôt positif. Ils aident souvent à charger les bagages. Voiture propre, pas d'arnaque sur le trajet, certains chauffeurs font même l'effort de parler anglais. How much time it take? 10 minutes. 10? Yeah. Okay. 10 minutes because we are on holidays. Sur les 10 taxis que nous avons pris, seul un chauffeur ne connaissait pas le chemin. Il consultait souvent son plan avec une pointe d'agacement en prime. How much time? Je sais pas, c'est les compteurs, c'est tout. Il y a un compteur. Celui-ci mettra 2 fois plus de temps que la moyenne pour atteindre la destination. Question savoir-vivre, ce sont les petits détails qui font la différence. Cette conductrice nous laisse fermer le coffre. Et pas un regard durant le trajet. Pour les taxis, ce mauvais accueil serait en fait un mal parisien. Est-ce que le Parisien est souriant dans le métro? Est-ce que le Parisien est souriant dans la rue? Est-ce que le Parisien est souriant aux heures d'embouteillage?
Tout simplement, donc on a les taxis qui sont le reflet de la population parisienne. Oui. La musique à fond, celui-ci drague gentiment. Au soleil, Lynn, c'est joli. Vous êtes très jolie. Sorry? You are beautiful. Thank you. Cet autre chauffeur va passer une bonne partie du trajet au téléphone. C'est entre autres ce type de comportement qui fait l'objet de plaintes. 546 enregistrés l'an dernier pour 150 000 courses par jour sur Paris et la Petite Couronne. Elles se répartissent en 3 groupes. D'abord les refus de charge, les refus de prise en charge du client, les questions de tarification. Les gens trouvent que la note qui leur a été proposée était trop onéreuse, et les questions, ce que nous appelons les attitudes incorrectes. Les sanctions peuvent aller d'un simple rappel à la loi jusqu'à la suspension pour plusieurs semaines. Et même, dans les cas extrêmes, la radiation à vie. Victimes de leur succès, les randonnées aquatiques dans les gorges du Verdon vont être désormais réglementées. Les défenseurs de l'environnement estiment que les milliers de touristes qui descendent chaque été la rivière mettent en danger la préservation du milieu aquatique. Hakim Abdelkalek, Mathias Second. Au cœur des gorges du Verdon, un des sports les plus prisés, l'aquarandonnée. Des balades au fil de l'eau, au milieu des grands canyons. Je voulais faire vraiment quelque chose de concret, plus que de marcher, donc vraiment vivre la rivière. Mais cette activité est aujourd'hui menacée. Depuis son développement il y a une quinzaine d'années, elle se fait sans aucune autorisation. Une situation à laquelle le préfet va mettre fin, au plus grand étonnement des professionnels. L'autorisation, on ne savait pas, nous, qu'on était sujet, par rapport à la loi sur l'eau, à une déclaration en préfecture. On vient d'en être informé par une lettre de mise en demeure. La décision de la préfecture survient après un jugement du tribunal administratif qui donne raison à Robert Ferrato. Depuis des années, il se bat contre la présence massive des aquarandonneurs. Vous savez que vous allez tuer le milieu aquatique de la rivière? Vous savez pas? On vous l'a pas dit? En marchant. Selon lui, il piétine les fonds de la rivière et menace donc tout l'écosystème du site naturel. Vous avez 35 000 personnes comme ça pendant la saison estivale qui vont saccager le milieu aquatique et faire disparaître les espèces protégées. La truite fario a disparu. Vous avez plusieurs espèces protégées de poissons, dont l'apron du Rhône qui se trouve dans cette rivière. Eh bien, on laisse faire pour le business. Pour Nicolas Génété, moniteur d'aquarandonnée, l'environnement n'est nullement menacé. La position même de ce type de promenade réduit les piétinements. On marchera au maximum. Sur le dos, les pieds orientés vers le bas de la rivière. Là, on se dirige avec les mains. Et puis on se suit tous les uns derrière les autres, quoi. Donc pour vous, c'est une position qui n'abîme pas vraiment les gorges du Verdon? Eh bien là, je touche pas l'eau, je touche pas le fond de la rivière. Je suis porté par mon gilet. Pour obtenir leur agrément, les exploitants vont maintenant devoir financer des études d'impact sur le milieu naturel. En attendant, la préfecture devrait tolérer cette activité jusqu'à la fin de la saison touristique. Eux n'ont pas eu besoin de leur combinaison pour glisser sur l'eau. Les nageurs français sont rentrés aujourd'hui au pays avec dans leur valise des médailles en pagaille. De quoi hisser la France au sommet de la natation européenne. Audrey Richier, Marie Cros. Laissez passer, laissez sortir. Après les bassins, le bain de foule. À Budapest, il a gagné toutes ses courses. À l'applaudimètre, il est encore le plus fort. Pour de nombreuses fans, le chouchou, c'est... Oh, les bleus! Le beau Camille, voyons. Non, mais Alain Bernard est pas mal non plus, un porte-monnaie. Non, mais Camille, c'est quelque chose, quoi. J'espère que je vais voir ses yeux. Les yeux de Camille Lacour, le sourire de Frédéric Bousquet, les biceps d'Alain Bernard, les pitreries de Yannick Agnel. Il y a toujours une bonne raison pour approcher cette équipe de France exceptionnelle. Super, voilà, de vrais bons Français. Ils se sont battus, voilà, sans combinaison, c'est super. Ils sont musclés quand même. Peu habitués à un tel engouement, les nageurs ne boudent pas leur plaisir. On a tous fait des bons résultats et puis c'est très bien qu'aujourd'hui les gens arrivent comme ça à l'aéroport pour nous accueillir, ça fait vraiment plaisir. Non, moi c'est Yannick, Camille il doit être par là-bas. Alors parfois il faut encore faire les présentations, pourtant Yannick Agnel, c'est le moteur des Bleus. Il a apporté les premières médailles, après ce fut un festival. C'est une sorte d'émulation, une certaine osmose en fait dans cette équipe. On a réussi à créer une dynamique, ce qui n'est pas évident pour un sport individuel. Je pense que c'est ça qui a fait notre force cette semaine. Certains nageurs se sont dit on a entendu la Marseillaise, on veut aussi l'entendre pour nous. Et puis la mayonnaise a commencé à prendre, elle est montée. Du haut de leur petit nuage, les nageurs français vont maintenant profiter de quelques jours de vacances avant d'être reçus par Nicolas Sarkozy à l'Elysée la semaine prochaine.
Culture pour terminer avec une très belle exposition qui s'ouvre au musée du Louvre sur les routes d'Arabie, une route qui remonte aux temps immémoriaux où l'art arabe n'était pas encore islamique. Abdel Mostefa, Hervé Pozzo. Au bout de cette route, l'Inde se perd dans les montagnes. C'est le cœur du Cachemire, le point de départ d'une ascension périlleuse que tente chaque année, coûte que coûte. Nous allons donc partir sur les routes d'Arabie qui s'ouvrent au musée du Louvre. C'est un reportage d'Abdel Mostefa et d'Hervé Pozzo. En Arabie, on a du pétrole, mais aussi d'antiques curiosités. Suivez le guide. Le docteur Ali Al-Gaban, archéologue saoudien formé en France, est pas peu fier de nous faire découvrir des images qui cassent quelques clichés. On voit des statues de pierre tombale de l'époque de bronze. On dirait qu'ils sont de l'art moderne. Ici, des modernités sculptées il y a 6000 ans. Là, des statues qui semblent venir tout droit du cœur de l'Europe. On dirait que c'est Louis XIV ou XVI. Mais c'est l'Arabie avant l'islam. 1000 ans avant Jésus-Christ, la péninsule arabique est déjà prospère, parce que carrefour de commerce international. Des caravanes transportant l'encens ou l'or la traversent de part en part. Des cités poussent dans des oasis puis disparaissent et des civilisations se succèdent. Pour la première fois, les Saoudiens montrent cette Arabie d'avant l'islam. Ils espèrent que ça ne passera pas inaperçu. On a choisi de commencer par le Louvre parce que le Louvre, c'est le Louvre. C'est le musée le plus visité dans le monde. Pour faire une apparition spectaculaire, il faut commencer par un commencement très fort. Pour ce coup d'éclat culturel, ils ont aussi puisé dans l'art islamique, comme avec cette magnifique porte ayant protégé la Kaaba à la Mecque. L'intérêt des Saoudiens pour leur patrimoine et la volonté de l'exposer sont relativement récents. Peut-être le signe d'une plus grande ouverture politique, peut-être la préparation de l'après-pétrole. Fin de ce journal. Avant de le refermer, je vous rappelle l'une des principales informations. Les réactions politiques sont nombreuses ce soir après la proposition faite hier par Christian Estrosi. Le maire de Nice voudrait faire payer de fortes amendes aux municipalités trop laxistes en termes de sécurité. Le président de l'association des maires de France, pourtant élu UMP, a jugé que cette proposition n'était ni réaliste ni applicable. Fin de ce journal cette fois. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Tania Young, suivi de votre série Castle. Demain à 13h, vous avez rendez-vous avec Nathanaël de Rinxin. Et pour ma part, je vous retrouverai à 20h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.